Alors bonjour, nous allons parler ici de toujours les théories des organisations et nous allons essayer de terminer ces chapitres en parlant des autres courants, c'est-à-dire des autres approches. Nous avions déjà parlé de l'approche classique, mais aussi de l'approche comportementaliste. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir que en dehors de ces deux approches-là, l'approche classique qui met l'accent sur tout ce qui est élément économique, l'approche comportementaliste qu'on appelle aussi les relations humaines, l'école des relations humaines qui met l'accent sur l'humain, sur l'homme, le social. Il y a également d'autres approches qui prennent en compte d'autres aspects, ou en tout cas donc qui ont une autre façon de voir les choses. Justement, nous retrouvons parmi les autres types d'approches, les autres écoles, les autres méthodes les autres théories des organisations, l'approche néoclassique, mais aussi par exemple l'approche systémique, l'approche néoclassique et aussi l'approche systémique. Mais aussi, on va le voir tout à l'heure, il y a également d'autres approches, peut-être dont on parle le moins, comme l'approche cartésienne ou bien l'approche analytique. Donc l'approche, par exemple, donc néoclassique, il s'agit de quoi? C'est une école, comme les écoles classiques et les écoles et l'école comme les écoles classiques et comportementalistes. Donc l'école néoclassique, c'est une école qui propose de revenir un peu sur les théories qui ont été développées par l'école classique, mais de les moderniser un peu. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche néoclassique ou bien l'école néoclassique. Ici, l'école néoclassique, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose par exemple quand on gère une entreprise ou bien quand on est dans une organisation, de par exemple mettre en place ce qu'on appelle une politique générale, par exemple. La politique générale, c'est quoi? C'est tout simplement une politique, un document qui montre la démarche à suivre, qui montre la voie à suivre. Par exemple, en tout cas ici au Sénégal, par exemple, le Premier ministre, quand il est nommé, il doit faire ce qu'on appelle une déclaration de politique générale. Donc, sa déclaration de politique générale, ça permet au gouvernement de savoir quelle est la voie à suivre, qu'est-ce que le Premier ministre compte faire, comment il compte aussi le faire, avec quels moyens, des choses comme ça. Un dirigeant d'entreprise aussi, normalement, donc, il doit avoir une politique générale, une déclaration de politique générale. Une entreprise doit avoir normalement donc une politique générale. En tout cas, donc, la politique générale, c'est un document de base qui permet d'expliquer où est-ce que l'entreprise va aller, qu'est-ce que l'entreprise veut réaliser, qu'est-ce qu'elle va faire, voilà, des choses comme ça. Euh, en tout cas, donc, c'est en quelque sorte une sorte de feuille de route qui permet à peu près donc d'expliquer où est-ce que on veut aller et comment on veut procéder. Euh, Parce que vous savez que donc les dirigeants ne sont pas tous pareils. Déjà les styles de management ne sont pas pareils. Il y a des dirigeants, par exemple, qui vont préférer gérer d'une façon et d'autres qui vont, par exemple, préférer gérer d'une autre manière. Et donc, c'est pour cela que justement, la politique générale peut être très utile pour une organisation, donc pour une entreprise. Une entreprise peut mettre en place une politique générale qui va expliquer où est-ce qu'elle va aller. Mais aussi, l'école néoclassique nous apprend des choses comme la délégation des pouvoirs. Parce que l'école néoclassique propose au manager de déléguer. La délégation, c'est tout simplement le fait de demander à d'autres de faire certaines choses que nous devrions faire ou bien que nous étions appelés à faire. Et c'est très utile hein, parce que vous savez que donc on peut pas tout faire. Une personne, c'est seulement une personne. Il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, mais il y a d'autres, par exemple, des fois, on est obligé de demander à d'autres de le faire à notre place. Surtout si on est un manager, nous avons une équipe, nous devons vraiment nous appuyer sur cette équipe-là. Surtout le leader si nous voulons surtout adopter une démarche qui met en avant le leadership,
nous devons, surtout dans ce cas-là, faire appel à cet élément-là qui est la délégation. La délégation permet par exemple aux leaders de ne pas avoir à tout faire, mais aussi de responsabiliser les gens, d'impliquer les gens, d'impliquer les autres, de montrer aussi que les autres comptent, que les autres aussi, ils peuvent aussi faire quelque chose, ils ont du savoir-faire, donc de valoriser cela. C'est pour cela que la délégation est essentielle. Donc, excusez-moi, donc la délégation elle est essentielle pour toute chose, mais surtout également pour quelqu'un qui veut faire preuve de leadership, qui veut utiliser le leadership. Et donc la délégation est vraiment utile. Ça peut permettre de ne pas perdre du temps, de ne pas vouloir tout faire, mais aussi ça peut aider à responsabiliser les autres et également à les faire participer. Mais aussi, de façon générale, euh, toujours avec l'école néoclassique, nous retrouvons par exemple des concepts comme le fait de faire ce qu'on appelle une division autonome. L'école classique avait déjà parlé de la division du travail, la division, mais l'école néoclassique met l'accent sur l'autonomie, c'est-à-dire une division autonome. C'est comme si, en quelque sorte, l'école classique combinait deux éléments, c'est-à-dire un élément qui est pris au niveau de l'école classique, parce qu'avec l'école classique, avec par exemple Frédéric Taylor et Henry Ford, etc., nous avions vu que eux, ils demandaient à ce que il y ait ce qu'on appelle la division du travail. Mais l'autonomie, par exemple, l'autonomie, donc ce concept-là, c'est l'école comportementaliste qu'il avait plus développé, qui avait plus encouragé à cela. Et donc l'école néoclassique aussi, en quelque sorte, sur certains points, c'est comme si aussi des fois, donc il faisait une synthèse entre l'école classique et l'école comportementaliste. Et donc la division autonome, c'est une façon un peu de prendre un peu de l'école classique, mais aussi de prendre un peu également aussi de l'école comportementaliste, ce qu'on appelle l'école des relations humaines. En tout cas, donc la division autonome donc, peut permettre de diviser le travail, d'organiser le travail en tâches, en différentes tâches à réaliser, mais aussi en différents services, en différentes structures, mais aussi tout en accordant bien sûr une certaine autonomie aux responsables, aux employés, au personnel à qui on confie ces tâches-là, des tâches spécifiques, des tâches précises. Mais aussi le contrôle. Donc l'école néoclassique également propose aussi le contrôle. Les auteurs de l'école néoclassique proposent de contrôler, même si on laisse une certaine autonomie, une certaine possibilité de prendre des initiatives, de prendre des décisions, d'utiliser le pouvoir, de faire des choses, hein, voilà. Mais aussi, cela aussi n'inclut pas le contrôle. Comme on le dit, la confiance n'inclut pas le contrôle. Le fait d'avoir confiance, ça n'inclut pas aussi de contrôler un peu, de vérifier un peu. Mais également, l'organigramme. Donc, l'école néoclassique aussi propose de mettre en place un organigramme, en tout cas, donc, de représenter de façon claire la façon dont la hiérarchie, la façon dont les choses sont hiérarchisées au niveau de l'organisation. Ça aussi, ça peut être très important. Aujourd'hui, dans les entreprises même le font. Dans beaucoup d'entreprises, il y a un organigramme. L'organigramme, c'est la représentation qui permet de voir un peu comment, donc qui permet un peu de voir comment les relations sont au niveau de l'organisation. C'est-à-dire qui dépend de qui est le patron de comment les relations hiérarchiques sont représentées au niveau de l'organisation. Bon, si vous allez sur Internet, si vous tapez organigramme, vous allez voir des exemples d'organigramme. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'organigrammes sur Internet. Mais aussi également, donc, l'approche néoclassique aussi met l'accent aussi sur la prise en compte de l'environnement de travail de façon générale, c'est-à-dire faire de sorte que l'environnement de travail soit un environnement
favorable qui permet aux employés de s'épanouir. Donc, en quelque sorte, on y retrouve ici dans l'école néoclassique des choses, nous retrouvons des choses qui sont tirées de l'école classique, mais aussi un peu également des choses qui viennent de l'école comportementaliste, qu'on appelle aussi l'école des relations humaines. De la même façon aussi, nous pouvons parler un tout petit peu de l'approche systémique. Donc l'approche systémique ou bien l'école systémique, c'est une école qui, donc c'est une école qui invite à analyser les choses, à résoudre les problèmes, mais en procédant de façon globale. C'est-à-dire, on analyse les choses, on analyse les problèmes globalement, bien sûr en tenant compte des éléments qui forment cet ensemble-là. Et surtout des liens entre, entre les différents éléments qui forment cet ensemble global. Et donc, l'approche systémique, ou bien l'école systémique, qu'on appelle aussi l'école des systèmes, des fois aussi on l'appelle l'école des contingences, c'est une école qui se concentre sur les interactions entre les différents éléments qu'on retrouve dans une organisation. Dans une organisation, nous retrouvons beaucoup d'éléments, des éléments qui sont en rapport avec les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel, les employés, les éléments d'ordre financier, les éléments de nature économique, culturelle, sociale, etc. Et justement, avec l'approche systémique, quand on analyse des concepts, on va considérer l'ensemble. Bien sûr, en tenant compte des liens entre les différents éléments qui constituent cet ensemble-là. Et aussi également, l'approche systémique aussi, bien sûr, donc, nous invite ainsi à par exemple, essayer d'anticiper, par exemple, sur la gestion des conflits, mais aussi de trouver des solutions à chaque fois quand il y a des conflits, de s'appuyer aussi sur des éléments sûrs, c'est-à-dire des informations vérifiées, des informations officielles, mais aussi également à permettre une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire une démarche qui permet d'apprendre et aussi de corriger ses erreurs, de s'améliorer de façon continue. Donc, de façon générale, donc, si nous faisons un peu un résumé, donc de façon générale, si nous faisons un peu un résumé de ces différentes approches, de ces différents courants, de ces différentes écoles, nous pouvons voir que l'approche classique, ou bien l'école classique, avec Frédéric Taylor, Henry Ford, Max Weber, Henri Fayol, donc tous ces auteurs-là, ils ont invité à une gestion qui est axée un peu sur la production, mais aussi une gestion qui est axée sur une gestion qui est axée sur la rentabilité de l'entreprise, mais aussi également donc une gestion aussi qui permet aussi aux employés de mieux se retrouver dans le travail, surtout en gagnant plus d'argent. Alors que l'approche comportementaliste, qu'on appelle aussi l'école des relations humaines, est une approche qui nous permet par exemple de mettre l'accent sur l'homme, c'est-à-dire le social. Voilà, c'est pas seulement le salaire, hein, mais également le social, l'environnement social, c'est aussi essentiel. L'école néoclassique tire des éléments au niveau de l'école classique et aussi au niveau de l'école des relations humaines. L'école néoclassique invite par exemple à une gestion, mais qui prend en compte les éléments contemporains, c'est-à-dire les choses, les réalités, les nouvelles réalités.
Tandis que la dernière école dont nous avons parlé, c'est l'école des systèmes. Elle, c'est une école qui invite à penser les choses, mais de façon globale. C'est-à-dire, on résout les problèmes en s'intéressant à l'ensemble, hein, donc c'est-à-dire à l'ensemble des choses. Et justement, il n'y a pas que quand même, juste pour dire qu'aussi, il n'y a pas que ces méthodes de pensée-là, ces façons de voir, parce que également, si nous nous intéressons surtout à ce qu'on appelle les écoles modernes, nous allons voir par exemple ce qu'on appelle l'école japonaise, par exemple, donc l'école japonaise qui a développé des théories comme ce qu'on appelle le Kaizen. Le Kaizen, par exemple, qui invite à une amélioration continue, c'est-à-dire à une démarche qui met l'accent sur la qualité, donc qui met l'accent sur la qualité, mais aussi qui invite à s'améliorer de façon continue. C'est-à-dire que à chaque fois quand on met en place des actions, nous allons essayer de voir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, et maintenant essayer de trouver des solutions et maintenant corriger et maintenant recommencer. Et c'est comme ça que on va continuer jusqu'à avoir une démarche qui est le plus proche possible d'une démarche de qualité. Mais également toujours, pour finir ce chapitre sur les théories des organisations, nous pouvons trouver par exemple ce qu'on appelle l'approche cartésienne. Donc l'approche cartésienne qui permet par exemple d'éviter la précipitation. La précipitation, c'est pas bon, vous savez comme on le dit. Il est bon de toujours prendre le temps de vérifier, mais aussi euh, euh, donc d'attendre le bon moment pour prendre, par exemple, certaines décisions. Donc l'approche, par exemple, cartésienne invite à ne pas se précipiter, mais aussi à également, de façon générale, par exemple, organiser le travail, euh, ordonner. Par exemple, quand on va donner des tâches, on va commencer du plus simple au plus complexe. Donc de la tâche la plus simple à la tâche la plus complexe. Mais aussi, par exemple, on peut retrouver toujours parmi les approches dont on n'avait pas parlé et dont on peut mentionner rapidement l'approche constructive, l'approche constructiviste. Donc l'approche constructiviste, c'est une approche, par exemple, qui euh, met l'accent, par exemple, sur ce qu'on appelle la pertinence, c'est-à-dire la définition des objectifs et aussi des intentions. Mais aussi qui invite également donc à avoir une pensée globale, c'est-à-dire considérer les éléments par rapport à leur environnement, mais aussi par exemple des éléments comme l'agrégativité qui permet par exemple de sélectionner des agrégats, c'est-à-dire des indicateurs pertinents si nous voulons par exemple faire des choses. Nous avons aussi par exemple l'approche analytique qui permet d'analyser des situations, des phénomènes, par exemple en considérant les éléments à analyser de façon isolée pour pouvoir, n'est-ce pas, donc les analyser d'une façon profonde, d'une façon détaillée et, et ainsi donc trouver les choses à corriger, pour lesquelles il faut apporter des solutions. Voilà, donc ça c'était quelques approches. Il y a aussi l'approche synthétique. L'approche synthétique par exemple qui permet d'avoir une pensée multidimensionnelle, c'est-à-dire on va penser en réseau, c'est-à-dire on va essayer quand on résout un problème ou bien quand nous voulons prendre des décisions, quand nous voulons mettre en place des actions au niveau de l'organisation par exemple, d'adopter une démarche qui va penser les différentes interactions qu'il y a entre les différents éléments à analyser, à prendre en compte. Et ainsi donc, essayer euh, de comprendre les choses avant maintenant de pouvoir prendre des décisions ou bien de mettre en place des actions. Alors donc ça, ce sont par exemple des théories, des approches
Toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes de gestion, ce sont des méthodes sur lesquelles on peut s'appuyer pour gérer, pour diriger, mais aussi également pour mettre en avant aussi le leadership, c'est-à-dire adopter une démarche qui permet de mettre en avant, ou bien en tout cas d'utiliser, de développer en soi ces qualités de leader.